Notre nez nous donne accès à un univers invisible qui se révèle à nous en premier en suscitant de l'attraction ou de la répulsion. Mais que savons-nous réellement des odeurs, de leur nature et de leur mécanisme d'action ? Je suis allée poser la question au chimiste d'Université Côte d'Azur, à Nice. Toute l'information odorante, elle est contenue dans la structure de la molécule en fait. On a tendance à considérer que l'odeur, c'est une notion qui est réservée à l'humain parce que, indépendamment du phénomène biochimique de détection de la molécule, il y a tout un traitement cognitif où on va faire intervenir des références culturelles, où on va faire intervenir des aspects hédoniques. Est-ce qu'on a aimé la molécule? Est-ce qu'on ne l'a pas aimée? Dans quel contexte on l'a sentie? Qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Et tout cet aspect-là, c'est ce qui différencie la perception des odeurs par les humains ou par d'autres espèces. Chez les mammifères, il existe des molécules volatiles qui sont perçues et qui vont induire de façon inconsciente des comportements. Ces molécules, on les appelle les phéromones ou dans certains cas les kéromones, selon que ce soit des molécules qui servent à la communication interespèces ou intra-espèces. De notre côté, au fil de l'évolution, nous avons perdu l'organe qui nous permettait de capter des phéromones. Le développement des habitudes sociales visant à assurer la reproduction de notre espèce ou notre protection aurait en effet pris le relais sur la biologie. Chaque fois qu'une odeur induit chez nous un comportement, on considère donc qu'il s'agit d'un phénomène conscient. Pourtant, nous serions bien en peine d'énumérer toutes les odeurs que notre nez est capable de distinguer lorsqu'une molécule odorante vient rencontrer des récepteurs. On sait chez l'humain par exemple qu'il y a environ 400 récepteurs odorants différents. Pourtant, on est capable de discerner des milliers et des milliers de molécules différentes. C'est parce que le traitement se fait de façon combinatoire, c'est-à-dire qu'un odorant, une molécule, va interagir de façon différente avec ces 400 récepteurs, certains avec beaucoup d'affinité, d'autres avec moins d'affinité. Et c'est ensuite le traitement combinatoire de ces 400 réponses, en quelque sorte, qui permet de discerner les molécules les unes des autres. On a découvert qu'il existait des récepteurs olfactifs dans le corps tout entier. On les appelle les récepteurs ectopiques. Et là, ils ont une fonction de détection de molécules, un petit peu une fonction de sentinelle. Ils vont être capables de détecter des molécules exogènes, c'est-à-dire des molécules qui n'ont rien à faire là, et de prévenir l'organisme d'une éventuelle invasion bactérienne ou de l'ingestion d'un produit toxique. Et le corps va être comme ça averti et va pouvoir se préparer à traiter ce problème de toxicité. Pour piéger, puis décomposer et analyser les odeurs, les chimistes de l'ICN utilisent différents types d'appareils. Dans celui-ci, un chromatographe en phase gazeuse, une partie des molécules est sentie par un scientifique grâce à ce cône. L'autre partie passe dans un détecteur physique qui crée un signal au moment où une molécule est reconnue. Les chercheurs vont alors pouvoir comparer la détection physique et la détection sensorielle. Puisqu'on a dit que toute l'information odorante était contenue dans la structure de l'odorant, un enjeu, c'est d'être capable de regarder une structure et de prédire son odeur. Le champ d'application, c'est l'industrie de la parfumerie, mettre sur le marché des produits innovants. Mais dans le domaine pharmaceutique, c'est plutôt des aspects liés à la perception gustative du médicament. La science des odorants se prête particulièrement au travail interdisciplinaire. On peut par exemple développer des outils prédictifs dans le domaine du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, basés sur des perturbations de la capacité à sentir certaines odeurs qui seraient des signes avant-coureurs du développement de la maladie. D'autres types de projets interdisciplinaires portent par exemple sur la question des nuisances olfactives. Et il y a actuellement un projet en cours de montage avec la société Kinaxia, dont un des produits phares est un produit d'évaluation de la valeur des biens immobiliers avec tout un tas de critères. Et parmi ces critères, on va trouver la qualité de l'environnement olfactif. Donc, pour pouvoir avancer sur ce type de sujet, on va avoir besoin aussi de géographes qui sont capables de faire la spatialisation de ces odeurs. On peut éventuellement avoir besoin de physiciens spécialisés dans les milieux turbulents pour les questions de dynamique des fluides et comment les panaches d'odorants vont évoluer dans l'environnement. Et on peut aussi avoir besoin de physiologie pour qualifier si l'odorant effectivement est quelque chose de perçu négativement ou si c'est quelque chose qui peut être perçu plus positivement. Les chimistes travaillent aussi en étroite collaboration avec des parfumeurs du pays de Grasse. L'UNESCO, fin 2018, y a reconnu la culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières, leur transformation et l'art de composer le parfum, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous, en tant qu'universitaires, on est
est en train de travailler sur le dépôt d'une chaire universitaire UNESCO qui va permettre justement de transmettre tous ces savoir-faire, mais aussi de favoriser la coopération scientifique à travers le monde et tout en essayant aussi de préserver la biodiversité et l'environnement.